tous les pays Asie centrale, ils ont donné pour le même phonème, ici en l'occurrence le dje, ils ont donné une lettre différente pour que les Tadjiks et les Ouzbeks, les Kirghizes, les Turkmènes et les Kazakhs ne puissent pas s'entre-comprendre. Parce qu'ils voulaient pas qu'ils avaient peur de pan-turquisme, ils avaient peur que cette région se réunisse contre eux. Donc tout ça, c'est les différentes lettres dje en cyrillique, mais imposées par les autorités soviétiques. Parce qu'il n'y a pas de dje en russe, comme en français, il n'y a pas de dje. Vous n'avez pas le dje, vous écrivez DG. Vous n'avez pas de dje. Passons. Donc je vous disais pourquoi la pancarte c'est écrit Made in Germany. C'est une histoire assez intéressante. En 1915, l'Allemagne entrait dans le plein milieu de la Première Guerre mondiale. Ils ont eu une politique où ils voulaient que les musulmans du monde entier se lèvent contre les colonies, le pouvoir colonial, à savoir tous les ennemis de l'Allemagne. Donc la France, contre l'Angleterre, contre la Russie. Et l'Allemagne disait, nous on est vos amis, vous les musulmans, donc soulevez-vous. Et c'est un des premiers exemples de l'instrumentalisation de l'islam politique pour des fins autres, comme le Taliban créé par les Américains en 70, soutenu, etc. Et une chose qu'ils ont fait les Allemands, c'est qu'ils ont déclaré avec les Ottomans, ils ont déclaré le djihad, les Ottomans ont déclaré le djihad du côté contre les infidèles russes, français, anglais, mais du côté des infidèles austro-hongrois, allemands et ottomans. Donc c'était un peu un djihad un peu pratique, disons. Et ce que les Anglais ont fait tout de suite quand ils ont déclaré ce djihad, ils ont dit que c'est un djihad made in Germany. Et moi je trouve ça drôle parce qu'il y a plusieurs façons dont je pourrais critiquer quelque chose, mais made in Germany, c'est pas la première chose qui vient à la tête. Parce que pour moi, made in Germany, c'est genre très bien fait, ça dure plusieurs années, un peu plus cher, tu vois, mais pas besoin de la remplacer en 10 ans, tu vois. Donc tu pourrais trouver plein d'autres façons de critiquer. Ici, ça. Hein? On a déjà vu ici, c'est quand même mieux ce type d'information. Non? Made in Germany? Non, ce qui s'est passé en 1915, c'est ce retournement de... Et une chose qu'ils ont fait, les Allemands, donc c'est une histoire très intéressante, ils ont pris les prisonniers de la Première Guerre mondiale, musulmans, ils l'ont mis tous dans un camp de prisonniers, en dehors de Berlin, 70 km de Berlin, et ils ont conçu la première mosquée fonctionnant sur la terre allemande, en 1915, et ils ont fait une sorte de camp de propagande pour montrer combien les musulmans, l'Allemagne est amie des musulmans. Donc ils ont donné de la bouffe halal, ils ont laissé jouer des jeux, ils ont fait une sublime mosquée, comme une sorte d'acte de propagande, pour que ça se propage à l'étranger. C'est un peu l'origine de l'immigration turque qui a eu en France, ça a participé de ça. Bon, ça c'était 50 ans plus tard, et c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Allemagne était très tard dans ce jeu colonial, comme pour des raisons que l'Allemagne n'existait pas comme une nation, aussitôt que la France ou la Russie, etc. Et donc une chose qu'ils ont fait dans ce camp de prisonniers, ils ont publié un journal qui s'appelait El Jihad, dans mon tête c'est ça, exactement ça. Et ils ont publié El Jihad dans toutes les langues des musulmans, donc en turc, en arabe, en russe. Donc El Jihad, ça c'est turkische Ausgabe, ici tu as l'arabe, et là tu as le russe. Et ce que moi je trouve drôle aussi, c'est que déjà, on parlait des lettres, moi comme je suis obsédé des lettres de transcription, il n'y a pas de jeu en allemand non plus, mais les Allemands ont besoin de 4 lettres pour écrire un seul phonème. D, S, C, H, pour écrire le jeu. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste renversé l'entête, et sur les 4 couvertures de ce journal, on a écrit le mot inversé, comme un djihad inversé. Pourquoi? Parce que si vous êtes au courant un peu de polémique dans l'islam, il y a beaucoup de musulmans qui disent que le vrai djihad, c'est le djihad contre soi. En fait, le vrai djihad, c'est un djihad contre l'ego, et pas contre quelqu'un d'extérieur. En fait, l'idée théologique, c'est que tu dois toujours lutter contre les excès de l'individu, les excès égoïstes, avaristes, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est sur le miroir. Mais l'idée aussi, Massignon, dont on est très fan de ce grand orientaliste français, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait qu'il faut qu'on prenne, il ne faut pas qu'on ait peur aujourd'hui, surtout quand on a peur de certains mots de politiquement correct. Il
ne faut pas qu'on ait peur de mots un peu polémiques comme le djihad ou le croisade. Il faut qu'on les reprenne et on s'en serve pour des fins à nous. Donc il disait qu'il faut qu'on fasse un djihad contre la pauvreté, il faut qu'on fasse un croisade contre l'individualisme, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'on a cette série s'appelle Reverse Jihad, en fait, Jihad inversé. Série de Miroir des Princes. Et ça c'est un texte du 11e siècle turquique. En fait c'est un texte ouïghour à la base qui s'appelle la sagesse, Wisdom of Royal Glory, la sagesse du gloire royale. Et ici encore une fois, vous voyez le baf, c'est dans la même forme de harlet, de pose livre. Oui. Et ce qui se passe ici, c'est que vous avez le texte, un extrait du texte qui commence avec ouïghour. Attendez, ouïghour passe au turc, polonais, allemand, arabe, français. Écoutez. Arabe. Qu'est-ce qui se passe? L'arabe est qu'on demande à Yann. Donc tu répètes, c'est là, ça commence. Il faut qu'on demande à Yann. En fait, l'arabe et le français sont éteints. Ça doit continuer en arabe et en français. Et le choix des langues, c'est selon le parcours de cette exposition, de cette œuvre. En fait, là, chaque fois où elle va, elle est traduite dans la langue locale, donc le français. Ici, aujourd'hui, on est en France, mais elle est passée par Zurich, Varsovie, Abu Dhabi et Istanbul. Et c'est un texte fascinant, c'est un texte qui est... Aujourd'hui, on parle beaucoup des Ouïghours. Ce qui est très intéressant chez les Ouïghours, c'est le premier peuple turquique sédentaire. Comme vous savez, les Turcs c'est un peuple à la base nomadique. Et les Ouïghours sont les premiers turcophones qui sont sédentaires. Donc c'est pour ça que la plupart des textes fondatrices de la littérature turquique sont ouïghours. Et c'est drôle parce que si vous regardez la carte du monde, les Ouïghours sont le plus loin possible de la Turquie. En fait, la Turquie, c'est l'extrême ouest des pays turcophones, alors que les Ouïghours sont en Chine, carrément. Et ce texte est fascinant parce que c'est un texte un peu l'équivalent de Chant de Roland pour les Français ou le Nibelungen, les chansons de Roland, ou le Nibelungen pour les Allemands, ou le Beowulf pour les Anglais. Et c'est un débat en fait entre deux frères, dont un c'est un soufi, un moine qui se retire du monde politique, et l'autre qui est un conseiller au roi. C'est tout un texte, tout un débat sur est-ce qu'on devrait justement servir ou est-ce que la perfection c'est de se retirer et travailler sur soi-même. Et c'est très rare dans le monde musulman, c'est qu'un dialogue déjà c'est un peu contre l'idée de l'islam parce que l'islam est obsédé par l'unicité. Donc vous trouverez très rarement des dialogues dans les textes religieux musulmans parce que c'est déjà ça bifurque d'une idée d'une voix. Et la raison pour laquelle ils se parlent les uns sur les autres, et ça vous attendez pas qu'une finisse et que l'autre commence, c'est que ça s'appelle... c'est quelque chose qu'on trouve en Pologne et en Russie aujourd'hui. Ici, dans les actualités, quand vous écoutez les actualités, vous regardez, vous traduisez quelqu'un tout en laissant la voix originale derrière. Mais dans le film, vous ne faites pas ça. Vous doublez, ou pas, vous souffrez. En Pologne et en Russie, jusqu'aujourd'hui, ils laissent la voix originale au fond et ils parlent par-dessus. Et moi, la première fois, j'ai vécu en Russie 2 fois en 96, la première fois, pour apprendre le russe, j'étais à Saint-Pétersbourg, je suis allé à un festival de cinéma pour voir un film de Pasolini. Je n'oublierai jamais, il y a une femme en bas de l'écran, je la vois comme ça tout le temps pendant 2 heures, et ça arrive comme un marathon de réaction, je trouvais que ça avait une performance, je me disais, qu'est-ce qu'elle fait? Et déjà, je ne comprenais rien du tout parce qu'il ne baissait pas l'italien, il laissait l'italien et le russe au même niveau. Je me disais, merde, comment les gens comprennent? Mais en fait, c'est très drôle, c'est une sorte de maximalisme des moyens pauvres. Déjà, c'est moins cher que doubler. Mais c'est que les Russes et les Polonais sont assez cinéphiles et ils ne veulent pas effacer la voix de l'original. Ils veulent écouter l'original, mais comprendre quand même ce qu'ils disent. Donc ils parlent par-dessus les uns les autres. Et c'est très intéressant parce que pour moi, c'est une manque de respect, tout en donnant du respect parce que tu traduis, mais tu parles par-dessus quelqu'un. Et c'est une sorte de superposition des langues. On va
Ça, c'est une série des œuvres qui viennent d'une série qui s'appelle Not Moscow, Not Mecca. Il y a un livre, là où on était assis tout à l'heure, et ce sont des livres de notre région, de l'Asie centrale, à travers certains fruits, on voulait encore une fois raconter les histoires un peu compliquées, mais à travers des fruits. Ça, par exemple, sur la pancarte de l'expo, c'est un globe, mais en forme de coin. Le mot coin aussi, c'est en serbe, il y a beaucoup de la slave, c'est dunya, mais ce qui veut dire en arabe et en turc, monde. Et on a voulu en fait éviter, on essaie d'éviter, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de recherche dans notre travail, mais on évite à tout prix de mettre la recherche en premier plan. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Une, c'est que moi je trouve personnellement que c'est très paresseux pour un artiste de mettre de la recherche en exposition. Je trouve ça une sorte de faux pas. On ne devrait pas, comme artiste, mettre de la recherche. On ne peut exposer jamais de la recherche parce que ce n'est pas notre tâche. C'est une tâche des universitaires avec qui on travaille. Mais aussi, c'est un manque de respect aux visiteurs parce qu'il n'y a rien de pire que lire en étant debout. Je trouve ça juste, il n'y a rien de pire comme expérience, c'est juste lire plein de choses sur un mur. Si vous voulez lire quelque chose, donnez-moi le PDF, je suis tranquille au lit, je le fais sur mon ordi. Mais aussi, on essaie autant d'éviter cette tendance anthroposophique, anthropomorphiste, justement toujours de se concentrer sur les gens de notre région. On essaie un peu de parler des idées à travers les fruits et la faune, au lieu de parler toujours des individus, des penseurs, etc. Je vais finir par les 4 pièces que vous voyez ici. Pardon, la branche d'arbre, je n'ai pas entendu aussi. Pardon? J'ai loupé peut-être quelque chose, tu as parlé de la branche d'arbre. Je n'ai pas parlé de cette branche, en fait. Ça m'a intrigué, pardon. Oui. En fait, une chose qui est très intéressante pour nous de cette région, c'est que ce site de travail qui s'appelle Not Moscow, Not Mecca, elle est basée sur l'idée, sur une politique de Staline. Staline a dit, regardez pas vers la Mecque, regardez vers Moscou. Lui, donc sa politique s'appelait To Moscow, Not Mecca. Il voulait moderniser les musulmans, les couper le Coran, un peu, etc. Et ce qui est intéressant de notre région, justement, c'est que ce qu'on appelle, ce qui s'appelle le syncrétisme, c'est comme c'est une région frontalière, l'islam de l'Asie centrale, c'est un islam qui est plein de rites bouddhistes, hindous. Il y a des gens qui prient à des arbres dans notre région. Encore une fois, il n'y a rien de plus blasphémeux pour un musulman orthodoxe que de prier à un arbre. Parce qu'une chose que l'islam dit, c'est qu'il y a une unicité d'un seul Dieu, même pas la Trinité, parce que la Trinité est considérée trop pour les musulmans, mais les arbres, donc ils attachent des rubans comme le bouddhiste, etc. Ça, c'est des melons ouïghours, encore une fois, qui sont très convoités. À travers cette melon, on raconte des histoires très importantes, géopolitiques en tant que folkloriques, de pouvoir Chine sur les musulmans ouïghours. C'est un cadeau qu'on fait à le melon. Oui, et le melon s'appelle Hami Melon, et il y a même une conte de fées sur une princesse qui était kidnappée, qui est ouïghour très, très jolie, qui était kidnappée par l'empereur chinois, qui était ramenée à Pékin et qui était tellement homesick, qui était tellement malhubé, qu'il a construit le Kashgar, la ville d'Oasis, en miniature en dehors de sa fenêtre pour qu'elle puisse voir. Et selon la légende, c'était elle et un convoi de melons qui doit amener en Chine. Autre question, pardon, face à l'autre côté, j'ai remarqué une présence assez importante de miroirs dans toutes les pièces. Oui. Pourquoi c'est si important de voir des miroirs? Parce que, en fait, quand je parle beaucoup de notre région, c'est très facile de penser que oui, les Slaves de Tatar, ils sont intéressés par cette région, mais ce n'est pas notre région, ça parle d'ailleurs. En fait, tout ce qu'on fait, honnêtement, moi je ne suis pas un Slave, je ne suis pas un Tatar. Donc pourquoi on s'appelle Slave de Tatar? Pour moi, c'est juste une façon de regarder ailleurs pour mieux travailler sur soi-même. Donc cette idée de voir, c'est toujours une idée de réflexion sur soi-même. Il y a un proverbe russe qui dit gratter un Tatar, revenir à un Russe. Donc sous les idées un peu qu'on a tendance à dire que ce ne sont pas nous, c'est un autre, c'est un étranger, on s'intéresse toujours à déceler, à dévoiler combien il y a nous derrière cet autre, justement. Et le miroir, c'est la même façon de le faire.
La dernière pièce dont je vais parler, une pièce qui s'appelle Triangulation. Et ces triangulations ils prennent tous une ville, comme je disais, on est un peu obsédé par ces deux pôles de l'islam politique et du communisme. Toutes ces triangulations, c'est comme des marques routes qui disent voyage en 400 km, Rouen, 500 km, Paris, etc. Mais ces marques routes disent et de l'autre côté, il y a toujours une ville très sacrée, musulmane en majorité. Et de l'autre côté, une ville très très laïque. Donc, ni la Médine, ni Maui. Maui, c'est où? En Hawaï. Et souvent une ville un peu légère, un peu faite. Ni Jérusalem, ni Juan-les-Pins, par exemple. Ni Damas, ni Détroit. Détroit aussi, une sorte de cathédrale de laïcité, tu vois, du XXe siècle, de l'économie américaine, de musique techno, etc. Ni Bagdad, ni Bahamas. Et ça, pour moi aussi, c'est une sorte de résumé aussi de notre travail un peu comme le Kitab Kebab, c'est-à-dire on refuse d'être cadré l'un ou l'autre un peu. Je vous remercie pour votre attention.